Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Nous allons aborder aujourd'hui les attaques de la couche applicative et Valentin va se positionner comme un hacker et vous expliquer comment une démarche de hack au niveau des applications se déroule et nous allons essayer de répondre à la remédiation de ce type de démarche. Ce webinaire est enregistré et je vous invite à poser vos questions au travers du chat et nous répondrons à la fin de cette session. Valentin, à toi, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous, merci Vincent, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire dédié à la sécurité des applications web. Voilà l'agenda que nous allons dérouler aujourd'hui. On va faire une courte introduction sur quelques faits qui sont intéressants et révélateurs. Notamment, on reviendra sur l'actualité. Quelques notions de base autour de la sécurité des applications, quels sont les grands challenges, comment on peut lutter contre les pirates informatiques justement en se mettant à leur place en amont. On fera une démonstration sur un environnement et comment justement on peut arrêter ces attaques avec notre produit. Nous répondrons, comme Vincent l'a dit, à vos questions en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat. Avec nous ce matin, donc Vincent, je te laisse te présenter. Oui, Vincent Gavanac, donc je suis en charge de la région sud et j'accompagne SFR dans la démarche commerciale et la coordination des ressources au sein de Roden Schwartz pour accompagner nos clients et les acteurs qui seraient intéressés de tester nos solutions. Et ce webinaire est en partenariat avec SFR Business, qui est un partenaire de longue date depuis l'existence de Telindus, puis après avec le rachat de SFR. C'est un intégrateur national de nos solutions. C'est un fort partenariat que nous avons avec SFR Business et Stéphane Amalberti est en charge des partenaires sur la région Méditerranée et a organisé ce webinaire spécifiquement pour animer la région. Et je suis en charge, moi, des partenariats donc au niveau national. Je suis aussi passionné de cybersécurité et c'est pour ça que ce matin, on a vraiment voulu vous faire un format original pour vous initier à la sécurité des applications web. Alors, en introduction, bien comme vous le savez, avec la transformation digitale, la digitalisation, eh bien, le nombre de services web augmente dans les organisations, que ce soit des organisations publiques ou des entreprises. Pourquoi? Parce que souvent, un nouveau besoin métier égale une nouvelle application ou une nouvelle API. Et le nombre de ces services web augmente de manière exponentielle chaque année. Et du coup, il serait pertinent de mettre justement à bas quelques mythes. Justement, pourquoi souvent ce qu'on entend en fait en rendez-vous, mon organisation serait trop petite pour être attaquée. Aujourd'hui, même si vous n'avez qu'un service web, ce service il est attaqué constamment par des scanners de vulnérabilité et des robots en ligne. Donc on verra ça. Vous pouvez donc être un relais d'attaque, hein, même si votre site web n'a pas forcément d'informations sensibles, même si vous ne traitez pas forcément des données personnelles, eh bien, votre système d'information peut tout simplement être un relais pour une plus grosse attaque, que ce soit une attaque DDoS ou autre. Et puis souvent également, ce qu'on peut entendre, c'est que la sécurité pourrait ralentir finalement mon cycle de développement ou bien mes mises en production. Eh bien, on verra qu'avec RS Web Application Firewall, eh bien, vous pouvez garder un cycle de release très très court. Et puis, dans l'actualité, hein, le télétravail, et on voit finalement que les attaques contre les applications web ont augmenté de plus de 800%. Apparemment, il y a des attaques d'IDO sur l'école en ligne en ce moment. Donc, on voit qu'effectivement, personne n'est épargné. On estime que d'ici 2023, le nombre d'attaques DDoS dans le monde sera à plus de 15,4 millions. Les injections SQL, elles représentent quand même un tiers de toutes les attaques d'applications web en 2019. Et on estime également on voit également que les attaques sur le protocole de bureau à distance a déjà augmenté x5 depuis le début de cette crise sanitaire. Quelques impacts d'attaques basées sur les applications web. Vous devez vous souvenir de l'attaque fameuse contre British Airways
qui a permis à des pirates de voler notamment des informations sur des passeports. Bien ce vol de données a entraîné l'imposition d'une amende de 20 millions de livres sterling, et dont là on voit également que les CNIL et que les organismes de régulation mettent également maintenant les appareils législatifs en route et donc imposent des amendes. Et puis, vous vous souvenez également de cette fameuse attaque contre le Marriott, pareil, des informations personnelles de plus de 5 millions de clients qui ont été exfiltrés en 2020. Vous avez également dans l'actualité en ce moment le vol de données, en tout cas les numéros de téléphone Facebook, plus de 500 millions de comptes Facebook. Et ça, c'est une attaque assez intéressante puisque en fait, les pirates ont exploité je dirais une demi-faille, en tout cas ont exploité une fonctionnalité de Facebook qui vous permettait, vous savez, de faire l'annuaire inversé. C'était une fonctionnalité qui a été arrêtée, qui existait en 2018 et qui permettait de rechercher quelqu'un à partir de son numéro de téléphone. Et bien des petits malins ont tout simplement bien fait un robot qui a testé 06 0001 jusqu'à 06 99999, à tester comme ça, à crawler tout un tas de numéros, et puis quand ça matchait avec un compte, ils ont tout simplement mis l'information dans un tableur Excel, ce qui fait que ils ont scrollé comme ça des millions et des millions de comptes. Alors, qu'est-ce que c'est la sécurité des applications? On vient de commencer à en parler. Eh bien, il faut d'abord prendre conscience que tout ce qui nous entoure est web. Que vous utilisiez WhatsApp, que vous utilisiez Facebook Messenger, que vous utilisiez votre CRM, eh bien, tout ça, ça a un point commun. Que ce soit sur votre iPhone ou à travers un navigateur web, eh bien, ce sont des applications web. Elles utilisent toutes la même technologie. Et on voit là que ça laisse forcément, plus on a de surface, plus on a d'applications web, plus on a de surface d'attaque. Et donc, la sécurité de l'application, elle doit vraiment être mise en œuvre depuis le design jusqu'à la mise en production. Alors, pourquoi investir dans la sécurité des applications? Encore une autre source d'information, un rapport de Veracode. Veracode est un éditeur dans le domaine de la cybersécurité sur la revue de code. Et bien, dans toutes les applications qui ont été auditées par l'outil Veracode, 83% d'entre elles présentaient au moins une faille de sécurité. Au total, ils ont trouvé plus de 10 millions de failles. Donc, on voit bien là qu'il est nécessaire d'investir dans la sécurité de ces applications pour réduire les risques provenant de sources internes et tierces, maintenir son image de marque, protéger contre les fuites de données sensibles et assurer la sécurité des données des clients et renforcer la confiance. Donc, on voit là également que mettre en place des mécanismes de sécurité, c'est aussi vendre de la valeur à ses clients. Premier challenge, pourquoi la sécurité des applications web est très complexe? Elle est très complexe puisque souvent dans les systèmes d'information des clients vont mêler des softwares, des legacy software, on va dire vraiment des applications web qui ont été héritées parfois de rachats ou bien tout simplement d'un historique de l'entreprise. Cette entreprise a également peut-être des développements internes d'applications un peu plus new age. L'organisation utilise également peut-être des applications commerciales en mode SaaS, peut-être pour son CRM, peut-être pour son service marketing. Et elle a également des applications qui sont complètement externalisées. Pour les organisations matures, on parle de TMA, donc c'est des applications qui sont maintenues par des tiers, par des sociétés qui font ce qu'on appelle de l'outsourcing. Et donc on voit que forcément, quand on regarde un petit peu ça avec du recul, on se dit comment je peux assurer de la sécurité sur des applications web qui ne m'appartiennent pas, sur des applications web héritées qui parfois fonctionnent sur des très vieux systèmes. Et au contraire, comment je peux également assurer la sécurité d'applications un peu plus new age, développées plus récemment. Et souvent, quand on pense à ça, on se dit sur l'architecture que m'a montré le développeur ou l'architecte technique, ça c'est beau sur le papier. On pense à son application web, à son architecture de type serveur, base de données. Mais dans la réalité, ça ressemble un petit peu plus à ça, et on s'aperçoit que dans les organisations, tout est également interdépendant. On peut penser un peu à la salle serveur en mode
plate spaghetti avec des connexions un peu partout, ben, c'est la même chose qui se passe au niveau du code. Et on s'aperçoit chez nos clients que toucher à un élément eh bien, peut remettre en cause toute une chaîne. Et souvent, bien, nos clients disent non, non, on va pas trop toucher à ça parce qu'on ne sait pas trop ce que ça fait derrière. Et c'est également c'est ce que les hackers exploitent également. Donc, à gauche, l'environnement que nous désirerions et à droite, la réalité qui est parfois tout autre. Alors, où se produisent, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, où se produisent les attaques de la couche applicative? Eh bien, il faut penser qu'elles peuvent arriver, elles peuvent subvenir dans l'application elle-même. Pensons aux erreurs de logique. Qu'est-ce qu'un hacker pourrait exploiter sans forcément lancer d'attaques très très complexes? Comment un hacker pourrait détourner l'usage de votre application? On pense par exemple dans le e-commerce aux hackers qui ajoutent qui ajoutent un article dans leur panier au moment d'avoir payé. Parfois, ça c'était une erreur très fameuse, on va la voir en détail. On pense aux IDOR, Insecure Direct Object Reference. Par exemple, vous uploadez un PDF. Ce PDF contient des données sensibles. Évidemment, dans la base de données, ce PDF, il a un ID unique, peut-être PDF numéro 15, mais il n'y a que vous qui y avez accès. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui utilise la même application essaie de télécharger l'ID numéro 15, par exemple? Voilà, on verra ça en détail tout à l'heure. Les cross-site scripting, bien sûr, très fameux. Venant d'Internet, vous avez évidemment toutes les menaces de type attaque DDoS au niveau réseau, au niveau applicatif. Êtes-vous protégé contre les deux? Êtes-vous protégé contre une de ces menaces? Vous avez également les menaces des bad bots. J'en parlais avec l'exemple de Facebook, par exemple, et ces bots qui viennent crawler les sites web. Les scanners de vulnérabilité automatisés, on parle généralement de Shodan, par exemple. Mais qu'est-ce qui peut également arriver au niveau de la configuration de l'infrastructure? Souvent, on a des clients qui nous disent non mais attendez, moi sur cette application-là, le code il est super secure, hein. Moi, mon code il est béton, j'ai des développeurs qui sont vraiment initiés à la sécurité, j'ai la revue de code, donc mon code il est secure. Mais que se passe-t-il si vous mettez ce code en production sur des serveurs d'applications qui sont mal configurés ou une infrastructure obsolète? Et ça, généralement, les développeurs n'ont pas forcément la main sur les infrastructures, notamment si ces infrastructures sont gérées par un tiers. Donc voilà, on a un peu déjà commencé à rentrer dans le détail. D'autres challenges, eh bien, généralement, les applications n'ont pas vraiment de calendrier de publication de nouvelles versions fixe. On a des failles qui sont quand même inconnues dans le code malgré tout. On ne peut pas dire que on fait une application, elle peut être sécure à un instant T, et pourtant, 3 mois plus tard, avec une nouvelle mise à jour, une vulnérabilité peut s'être glissée dans le code. Et puis également, lorsqu'on trouve cette vulnérabilité, on a un besoin de répondre très rapidement, de patcher. Je peux prendre l'exemple de la vulnérabilité Microsoft Exchange très récemment. Bien, si je n'ai pas la main sur mon infrastructure, comment je fais pour déployer un patch rapidement si je n'ai pas un point de contrôle de mes applications web? Et puis de toute façon, un seul outil ne suffit pas pour gérer toutes ces potentielles vulnérabilités. Et je vous invite, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vous invite à aller visiter le site web de l'OWASP, qui est une association et qui publie tous les ans, tous les 2 ans, un top 10 des attaques les plus fameuses, donc des attaques les plus vues. Donc je vous laisserai, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je vous laisse aller parcourir le top 10 de l'OWASP. Alors justement, pensons comme un hacker mettons-nous justement, l'objet de ce webinaire, c'est de se mettre dans la peau du hacker et de prendre du recul peut-être sur toutes les applications web que vous exposez à vos clients, à vos partenaires, à vous dire comment je pourrais, si j'étais un hacker, exploiter toute cette surface d'attaque pour compromettre de la donnée personnelle ou bien même rebondir, se servir même de mes applications web comme rebond pour faire d'autres attaques.
Et pour ça, on va déjà aussi se poser la question, mais qu'est-ce que HTTP finalement? Puisque vous avez bien compris que toutes ces applications web, elles ont un point commun, c'est qu'elles utilisent le protocole HTTP. Et HTTP, qu'est-ce que c'est intrinsèquement? Ben, c'est un protocole de transfert de fichiers, né avant les années 90 même, et qui n'intègre pas de sécurité, même si on y a rajouté un S pour la partie sécurisée, n'intègre pas de la sécurité de manière intrinsèque. Et donc, eh bien, ce protocole, il n'a pas du tout été pensé pour inclure de la sécurité. Et pourtant, ça fait plus de 40 ans qu'on l'utilise. Alors, les principaux outils pour les pour les hackers dits Black Hat, eh bien, dans la phase de reconnaissance de vulnérabilité, tout d'abord, on va dire qu'il utilise principalement 3 outils. Le premier, on va dire, c'est du scanner de vulnérabilité. Finalement, si vous apparaissez sur Shodan comme étant avec plein de ports réseau ouverts, vous allez être une cible de choix pour les hackers. Donc, ça vaut le coup, on va regarder ensemble Shodan, justement, ça vaut le coup de regarder votre IP dans Shodan, de regarder un petit peu si vos assets numériques apparaissent dans Shodan. Kali Linux, bien sûr, qui est la distribution Linux qui comporte plein d'outils packagés offensifs. Puis on peut également citer OpenVAS, qui est un scanner de vulnérabilité web, réseau aussi, open source. Puis dans la phase d'attaque, j'ai mis bien sûr les navigateurs eux-mêmes, puisque les principales attaques peuvent être perpétrées depuis Google Chrome, depuis les outils de développement, ou depuis Firefox, bien sûr. Mais après, évidemment, vous avez le fameux outil SQLmap pour aller chercher, exploiter les vulnérabilités de vos bases de données. Et puis, il y a également un outil qui est très, très utilisé par les hackers, que ce soit même des white hat ou des black hat, c'est Burp Suite, qui est un proxy HTTP qui permet de manipuler les requêtes HTTP et qui permet également de faire du scanner de vulnérabilité. On va rentrer dans la phase de démo. Donc, cette démo va durer je pense un quart d'heure, 20 minutes. Donc, n'hésitez pas, je le répète, à poser vos questions dans le chat. Je serais vraiment ravi d'y répondre. Pour l'architecture de démo qu'on va vous proposer ce matin, la voici. C'est tout simplement, on va utiliser une application web qui est intrinsèquement vulnérable, qui s'appelle Hackazone, qui est une application développée en PHP avec une base de données MySQL. Et puis, on va faire justement, on va appliquer cette démarche de reconnaissance et d'attaque. Devant cette application, il y a le firewall applicatif de Rohde & Schwarz. Et puis, sur mon environnement, sur ma machine, il y a Burp Suite et Chrome. Voilà, un scénario donc tout simple. Alors, la phase de reconnaissance. Après, alors la phase de reconnaissance, donc comme je vous le disais, on va regarder cette application Hackazone, qui est une application qui est enregistrée avec un nom de DNS. On peut parcourir des produits, donc ça ressemble un petit peu à un site e-commerce assez fameux. Sauf que voilà, sauf que je vais me dire, je vais me mettre dans la tête d'un hacker, je vais me dire, tiens, justement, où est-ce qu'est hébergée d'abord cette application? Et donc un hacker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà regarder un petit peu les vulnérabilités sur l'IP qui est le serveur de cette application. Et justement, on va aller regarder un petit peu dans Shodan ce qu'on pourrait obtenir comme information sur cette adresse IP. Alors cette adresse IP, elle est hébergée chez Iliad online et on voit que Shodan l'a déjà référencée et me dit que au niveau réseau, elle expose deux ports, le port 80 et le port 443 qui sont les ports HTTP, HTTPS. Me donne aussi de l'information sur le serveur applicatif Nginx, me donne également ce que lui répond l'application quand Shodan lui envoie une requête sur le port 80, lui retourne un HTTP 301 move. Tiens, c'est marrant, on pourrait peut-être croire qu'il y a une redirection. Et en fait, il lui redirige vers le HTTPS. Et puis, il y a le certificat avec le code d'erreur quand il essaie d'accéder directement à l'adresse IP en tapant l'IP.
Donc, c'est quand même assez intéressant et c'est ce qui se passe souvent dans la majorité des cas chez nos clients, c'est que tous les ports réseau, bien sûr, sont fermés, mais les 2 ports, évidemment, qui sont ouverts sur Internet, eh bien, ce sont les ports pour accéder aux applications web qui sont dans les SI des clients. Et donc, finalement, on voit bien là que bien les deux portes hein, pour rentrer dans un système d'information sont vraiment les applications web. Alors, retournons sur Akazone. Donc, on voit que je ne peux pas faire d'attaque réseau puisque de toute façon, il n'y a pas d'équipement réseau comme ça qui sont exposés. Il y a juste une application web, akazone.uploadsec.fr. Et la première chose que je m'aperçois, c'est que quand je visite des produits, on voit que chaque produit a une ID différente. Et on voit bien là que si j'agis sur cette ID, ID 78, je vais avoir des produits différents. Donc, on voit que c'est ici que j'ai une relation avec ma base de données. Donc, un produit dans la base de données a une ID. J'ai également des catégories, donc les 4 différentes catégories. Et si je suis un hacker, c'est effectivement ce que je vais essayer d'aller exploiter. Donc, je vais prendre cette, je vais prendre cette requête-là pour la mettre dans mon SQL map. Donc, évidemment, ici, je passe par le WAF. Et donc, je vais juste prendre mon application, mais en local, parce que évidemment, si j'utilise du SQL Map à travers mon WAF, eh bien, je ne vais pas avoir de résultats puisque je suis protégé. Donc, justement, je vais essayer de mettre ça dans mon SQL Map. Hop. Et juste pour vous dire qu'effectivement, pas besoin non plus d'avoir Kali Linux pour essayer de faire voilà, des attaques puisque tout est disponible sur Windows. Alors justement, donc j'ai collé là l'adresse avec justement les ID, etc. Donc si j'envoie ça dans SQL Map, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, voilà, il m'a trouvé en exactement une demi-seconde que évidemment cette application est complètement vulnérable aux injections SQL et il m'a trouvé toutes les bases de données, enfin toutes les tables en tout cas de la base de données Akazone. Alors vous allez me dire, oui, mais les SQL injection aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup, mais voilà, on n'en voit plus. Chez notre application, elle n'est pas forcément vulnérable. Je vous invite également à faire un petit peu de Google Dorking et d'aller sur les sites de Bug Bounty pour justement voir un peu les derniers rapports publics sur des vulnérabilités. Et quand je tape sur HackerOne, par exemple, aller voir un petit peu justement tous les rapports de SQL Injection, on peut voir qu'il y en a quand même plein et que on peut également trouver des injections SQL dans des par exemple, celui-là est assez intéressant puisqu'on peut voir qu'il y a des injections SQL carrément dans le champ, dans les paramètres du cookie. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, donc je poursuis. On va également regarder, donc là on a regardé via un outil qui s'appelle SQL Map qui est assez connu, assez populaire. Et je vous parlais tout à l'heure d'erreurs de logique, sur les applications web. Et je voulais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant quand même. C'est tout ce qu'on appelle les erreurs de logique, les IDOR. Hop. Alors, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. Donc là, j'ai 2 fenêtres Google Chrome. À gauche, donc 2 fenêtres qui sont 2 utilisateurs différents. Hop, que vous compreniez bien, je suis sur 2 instances Google Chrome différentes. À gauche et à droite, je ne suis pas connecté avec le même utilisateur. Donc à droite, je m'appelle Vivitou. Et à gauche, je vais me connecter avec ViviOne. Ces 2 utilisateurs, vous pouvez imaginer que vous êtes sur un site de e-commerce très fameux et vous avez des wishlists. Généralement, vous mettez dans vos wishlists des articles que vous aimeriez acheter plus tard. Vous voyez qu'à gauche, j'ai une wishlist qui s'appelle ViviOne et à droite, j'ai une wishlist qui s'appelle Vivitou. Donc vous vous dites que normalement, ça c'est votre wishlist et personne d'autre n'y a accès. Alors, on va se dire que Vivitou est l'attaquant dans cet exemple.
Donc, par exemple, si j'édite ma wishlist, je l'appelle VV2. Voilà, je vais juste lui rajouter un petit. Je vais la renommer et je vais voir un petit peu la requête. Donc, je la renomme et dans mon burp dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais avoir la requête de type post qui est partie sur mon backend. Et on voit ici que j'ai changé le nom de ma wishlist. Ma wishlist, elle porte un ID, c'est l'ID 14. Et on voit que le serveur m'a répondu « Success, tu m'as bien renommé, ID 14 ». Mais ici, je suis connecté avec un utilisateur différent. Regardons la requête. Pareil, je lui ajoute wishlist, je la renomme. On voit ici que cette wishlist porte l'ID 15. Et on voit que j'ai renommé ma wishlist. Et le serveur m'a répondu « Ok, super, tu m'as bien renommé ». On voit ici que c'est formaté d'ailleurs en JSON. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé d'erreur de logique tout à l'heure. Normalement, cet utilisateur-là n'a pas le droit de renommer la wishlist qui porte cet ID. Eh bien, on va voir que c'est quand même possible. Si je fais hop, je vais l'appeler attaque. Je vais intercepter la requête. Edit, je vais l'appeler wishlist attaque. Save. Là, j'ai intercepté la requête et je vais changer l'ID. Je vais mettre l'ID 15 d'une wishlist qui ne m'appartient pas. Forward. Donc, j'ai modifié à la volée la requête. La requête était pour l'ID, la wishlist 14. Je l'ai édité pour aller changer la wishlist numéro 15. Et là, si je réactualise, normalement, et voilà, on voit que j'ai attaqué la wishlist d'une wishlist qui ne m'appartenait pas. Et bien ça, c'est aussi des attaques qui sont assez courantes, qui sont moins connues, et pourtant qui sont tout aussi dévastatrices, parce que imaginez que vous avez de la donnée personnelle là, que ce ne soit pas une wishlist, mais que vous êtes par exemple un laboratoire d'analyse médicale et que les résultats, votre résultat PCR porte l'ID numéro 3000 et quelques, et que vous essayez d'aller modifier des PCR qui ne vous appartiennent pas typiquement. Voilà, on peut vraiment penser à des choses comme ça et parfois, même si vous avez un code très sécure qui est résistant aux attaques SQL, au cross-site scripting, eh bien vous pouvez avoir quand même des problèmes d'erreur de logique ou d'IDOR. Donc là, pareil, je vous invite à vous mettre à la place d'un hacker, d'aller voir également des rapports sur justement les IDOR. Et comme ça, vous allez pouvoir voir comment vous pouvez exploiter ça sur vos applications, etc. Évidemment, ne faites ça que sur vos applications qui vous appartiennent. Ne faites pas ça sur des applications qui ne vous appartiennent pas. Vous pourriez avoir de très sérieux ennuis. Je vais revenir un petit peu à ma présentation. On a parlé d'erreurs de logique. Les pirates ciblent spécifiquement des règles de gestion d'une application et les utilisent à des fins lucratives ou frauduleuses. Si on arrive à exfiltrer de la donnée, par exemple, sur des utilisateurs, si j'arrive à modifier des wishlists, je peux avoir un impact business puisque je pourrais typiquement perdre des utilisateurs, perte d'image, perte d'image de marque, perte aussi de business. Si j'arrive à effacer toutes les wishlists, les gens peuvent oublier qu'ils avaient eu envie d'acheter quelque chose. Voilà. Et l'impact, en plus, il est très difficile à détecter puisque vous avez vu que vous n'avez pas d'erreur serveur, vous n'avez pas de log sur ce qui s'est passé. Donc, c'est très difficile en plus à détecter. Vraiment, conseil, c'est penser comme un hacker. Cross-site scripting, alors je ne vais pas vous faire la démo non plus du cross-site scripting parce que c'est très populaire et c'est pareil, vous pouvez trouver plein de vidéos YouTube sur les cross-site scripting, mais juste aussi ce webinaire pour vous dire que les cross-site scripting également peuvent subvenir. Qu'est-ce qui se passe si je mets un petit code dans un champ commentaire? Si toutes les personnes viennent visiter cette page, eh bien, je peux voler leurs cookies, je peux voler leur identité, etc. Je vais vous montrer quelques mécanismes de mitigation avec justement le WAF. Alors, je vais vous montrer justement le Web Application Firewall.
et comment on peut mettre en place des stratégies pour mitiguer toutes ces choses-là. Alors l'application Hackazones.appcoudsec.fr est protégée derrière le Web Application Firewall. On va aller voir justement la politique de sécurité que j'ai appliquée sur cette application-là. Et je vais vous montrer également les logs si je fais l'attaque SQL en passant par le WAF. Donc là, le SQL map va passer via le WAF. Et on voit à présent qu'il n'est plus possible d'exploiter les failles SQL. C'est vraiment évidemment tout le principe du Web Application Firewall. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir, lorsqu'on a un Web Application Firewall, et plus particulièrement, c'est mieux si on a celui de Rohde & Schwarz, c'est d'avoir des logs et d'avoir des alertes, de savoir ce qui se passe, d'avoir un monitoring sur ce qui se passe au niveau HTTP. C'est souvent la lacune qu'ont certains de nos clients et de nos prospects, c'est quand on leur pose la question, mais combien d'attaques vous bloquez par jour? Combien de robots vous bloquez par jour? Souvent, ils ont du mal à tout simplement à nous répondre. Et donc, c'est vrai que c'est mieux tout de même d'avoir de la visibilité sur les attaques qu'on a bloquées. Et donc, on voit là toutes les requêtes web qu'a envoyé SQLmap pour essayer d'exploiter les vulnérabilités du code PHP. Donc, on voit là exactement ce qui a bloqué et tous les moteurs de sécurité qui ont sonné, c'est-à-dire voilà tous les moteurs de sécurité qui ont détecté l'attaque. À quoi ressemble la politique de sécurité de mon application? Donc, je vais aller sur le workflow. Voilà ce que j'ai mis en place pour détecter des robots. Donc, tout d'abord, il faut s'imaginer que ce workflow, c'est un petit peu comme si vous lâchiez une bille depuis la boule start jusqu'à votre application. Et cette bille, elle va passer par des moteurs de traitement. Cette bille, c'est votre requête HTTP, la requête HTTP que l'on a vue tout à l'heure. D'abord, alors il y a un petit traitement particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout d'abord, on l'a fait passer dans un moteur qui vérifie la réputation IP avec notre partenaire Webroot. Donc, dès lors que vous allez recevoir une requête HTTP, on va évaluer la dangerosité de l'IP. On dit que si cette IP elle a une réputation qui est inférieure à 40, le score est entre 1 et 100, inférieur à 40, on est vraiment sur des scanners, sur des nœuds Tor, etc. Ben, je log l'alerte et je génère une réponse 403 forbidden. Et puis si cette IP on dirait elle est légitime, eh bien elle passe dans un moteur de bot mitigation. On va détecter si la requête est bien émise par un humain derrière son navigateur. Si c'est un bot, je log l'alerte, je lui mets un petit message OK le bot. Je sauvegarde la session pour continuer à le bloquer, retenir sa session pour le bloquer. Puis si c'est pas un bot, je l'envoie vers une page d'authentification puisque mon application est protégée derrière une barrière d'authentification, donc vous ne pouvez pas y accéder. Je la fais passer dans des moteurs de sécurité. Et là est toute l'intelligence pour détecter les attaques applicatives. Donc, je peux activer ou désactiver des moteurs, activer ou désactiver des moteurs en fonction du profil de mon application. Donc, comme c'est une application PHP MySQL, je mets un moteur de blacklist, je mets un moteur de normalisation pour décoder du base64 par exemple, je mets en place des moteurs de scoring list, etc. etc. OK. Qu'est-ce qui se passe si ma requête a été bloquée? Si le moteur de sécurité a sonné, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré sur l'exception, je attaque détectée. Alors là, je suis en mode non bloquant, mais si une attaque est détectée, voilà, je vois que j'ai une flèche. Si l'attaque est détectée, je l'envoie pareil vers le log et le blocage. Et s'il n'y a pas d'attaque, proxy request, je l'envoie vers mon backend. Quelque chose encore d'intéressant,
Également, ce que vous pouvez faire en mode do it yourself, hein, si vous n'avez pas forcément peut-être les moyens ou vous n'avez pas encore fait l'acquisition de notre WAF. Il y a quand même quelque chose également à penser, c'est quand vous naviguez sur une application web, c'est de supprimer un petit peu les headers sensibles. Si j'ouvre mon application donc en direct, que j'ouvre les outils de développement, plus d'outils, outils de développement, donc je vais juste réactualiser pour avoir un peu plus de choses ici. Donc je réactualise dans les outils de développement. Vous voyez, quand j'envoie une requête, vous voyez que vous pouvez retrouver votre requête dans les outils de développement et vous pouvez voir justement un petit peu les headers que vous renvoie l'application. Et on voit ici que response header, on peut voir dans les headers de réponse que mon application, elle me renvoie la version de mon serveur applicatif 2.4.18. Ce sont des informations très précieuses pour un hacker. Elle peut me dire, par exemple, la version PHP, des choses comme ça. Et quand je mets en place cette brique ici, eh bien, quand je le fais ici, par exemple, eh bien, vous allez voir qu'on ne retrouve pas. On ne retrouve pas à travers le WAF ces informations. Response header, vous voyez que je n'ai plus le header qui me donne la version serveur. C'est assez intéressant également de mettre en place ce genre de protection que vous pouvez faire à travers également un proxy classique. Voilà, il est 10h36, n'hésitez toujours pas, on va répondre à vos questions à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à les poser. Je vais revenir sur la présentation et puis je vais repasser la main à Vincent qui va justement vous présenter un petit peu la valeur ajoutée de notre WAF. À toi, Vincent. Merci. Effectivement, le WAF qui a été développé par Roden Schwartz depuis 25 ans a une approche tout à fait applicative dans l'objectif de remédier à tout ce qu'on vient de voir, hein. L'objectif, c'est vraiment de bloquer ces attaques applicatives et de pouvoir compartimenter l'utilisateur et le suivre dans son usage applicatif. Et pour cela, on s'appuie sur un ensemble de moteurs de sécurité. Tu en as présenté quelques-uns, Valentin, comme l'antibot, l'hyper-réputation, il y a user réputation qui sont ces moteurs qui vont venir contrer ces attaques listées par le top 10 WASP et venir également bloquer des attaques inconnues puisqu'il y a différents moteurs d'analyse heuristique, etc., qui sont mêlés. L'objectif, hein, c'est de pouvoir au travers de plateformes multiples, hardware, VM, dans le cloud, public ou en mode SaaS, de pouvoir répondre à ces attaques et d'être modulable en fonction des attentes des utilisateurs. L'autre élément, c'est de pouvoir être agnostique aux applications. Et ça, là-dessus, c'est un des atouts de la solution, c'est de ne pas du tout intégrer de complexité liée à telle ou telle application, mais de pouvoir traiter toutes les applications, qu'elles soient très anciennes ou tout à fait up-to-date dans les développements. Et ça, aujourd'hui, on y répond totalement. Et l'autre aspect, c'est l'évolutivité, la pouvoir s'adapter aux usages et aux attentes de ces utilisateurs. Le workflow, ça, c'est la capacité à tous de pouvoir lire, comprendre et agir sur la stratégie de sécurité. Et derrière, des outils de retranscription qu'on a développés en collaboration avec Kibana, qui nous permettent de restituer aux équipes d'administration, aux équipes de direction, les bons rapports qui vont mettre en évidence ces attaques qui sont un quotidien et l'actualité l'illustre en permanence. Hop. Valentin. Oui, Merci. voilà. Juste quelques mots sur qui nous sommes. Roden Schwartz, groupe d'origine allemande qui a acheté il y a 4 ans une société qui s'appelait Denial et qui aujourd'hui rassemble près de 12 000 personnes, qui fait un chiffre d'affaires de
un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, et on s'appuie sur 25 ans d'histoire sur le traitement de la sécurité applicative. On a d'autres technologies qui sont venues renforcer notre offre au travers de la sécurité des données dans le cloud, la sécurité des communications, et tout ça en bénéficiant de tampons, de certification de la part de l'ANSSI ou du BSI en Allemagne, et de pouvoir justement apporter au travers de nos solutions souveraines une totale visibilité sur ce que nous faisons par rapport à nos instances gouvernementales ou par rapport aux clients qui nous utilisent aujourd'hui pour sécuriser et renforcer leur PSSI. Super. Un petit mot effectivement aussi sur tous ceux qui nous font confiance et nos références. En fait, comme vous le voyez, nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité pour la simple et bonne raison qu'effectivement, tous ces secteurs d'activité ont des applications web, des web services. On est présent sur tous les verticaux grâce à une très grande, large gamme de Web Application Firewall, c'est-à-dire que nous sommes disponibles pour les organisations les plus matures. Eh bien, nous sommes disponibles dans les pipelines CI/CD, c'est-à-dire sous les formes de Docker, de fichiers de configuration que les développeurs peuvent configurer eux-mêmes. On est disponible en mode SaaS pour des organisations qui ont besoin de flexibilité, de scalabilité. On est disponible en mode appliance ou en mode VM pour des organisations qui voudraient faire des configurations un petit peu plus poussées. Effectivement, cette large gamme a fait qu'on peut répondre à différents types de besoins. Donc des besoins, on va dire, les plus basiques à ceux qui sont les plus poussés et dans différents form factors. Stéphane, je vois que tu es en ligne. Je pense que tu peux présenter SFR Business si tu nous entends. Normalement, Oui, je oui, t'ai je vous ouvert le entends. Je ne sais micro. pas si vous Bonjour m'entendez Stéphane. maintenant. Oui, on Oui. t'entend super bien. Ok, impec. Alors, juste si effectivement, tu peux peut-être justement nous présenter un petit peu les activités des SFR Business rapidement et notre partenariat. Donc aujourd'hui, SFR Business, donc dans la globalité, donc fait partie du groupe Altis. Donc Altis, on va retrouver la partie média avec BFM, RMC, l'Express, l'expansion et toute cette partie-là. La partie télécom de l'autre côté avec des marques grand public comme Red et SFR grand public. Et notre partie business qui nous intéresse, donc SFR Business qui est une marque à part entière, qui est distribuée aujourd'hui au travers de 3 canaux de distribution, que sont la vente directe pour les grands comptes, la vente directe des ETI et tout notre réseau de revendeurs indirects auprès de nos espaces SFR Business, donc nos ESB, aujourd'hui qui sont notre réseau de distribution en France. Dans le catalogue, on retrouve bien sûr toutes les offres telco historiques, mobiles, fixes et Internet, et aussi toute cette activité d'intégration de réseau, de Wi-Fi et toute la partie sécu, avec ce partenariat fort qu'on peut avoir avec Rodéchoir sur toute cette partie cyber aujourd'hui, où Rodéchoir fait partie de nos partenaires souverains listés et, voilà, et qui on travaille au quotidien. Donc toute l'activité de SFR Business sur la partie intégration est issue du rachat il y a quelques années de Telendus par SFR. Effectivement. Merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir organisé ce webinaire. On va répondre à vos questions. Vincent, est-ce que tu peux nous poser la première question? Alors, on a une première question, c'est comment bloquer les 0 day? Alors ça, c'est une question assez intéressante. On a un exemple pour répondre. Par exemple, l'attaque sur Microsoft Exchange Server. C'était une attaque de type 0 day. Il faut savoir que dans les attaques applicatives, lorsque je vous ai un peu présenté, l'aperçu que je vous ai donné de ces attaques, finalement, il y a que c'est un peu comme des recettes de cuisine. Il y a vraiment que les proportions qui changent. C'est toujours un peu les mêmes ingrédients, mais en différentes proportions. Et donc, la combinaison de tous nos moteurs de sécurité fait que nous sommes capables de bloquer les attaques de type 0 day. Et la preuve en était sur la faille, par exemple, Microsoft Exchange. Les clients qui étaient derrière notre WAF n'ont pas été impactés puisque c'était surtout de l'exploitation de failles sur du web shell et des choses comme ça. Donc, on s'est bloqué.
Et Valentin, il y a une question sur l'impact en termes d'exploitation, justement, sur ces attaques Oui, applicatives. alors sur Est-ce l'impact qu'on en... sait Ouais. mesurer le temps à passer? Ouais, alors effectivement, le temps d'intégration d'une application, il est variable, bien sûr. Il dépend effectivement de tous les mécanismes que vous voulez mettre en place, mais vous avez vu que pour mettre en place déjà des mécanismes qui sont assez simples, de réécriture de header, ou en tout cas de masquage d'informations, de blocage de bots, d'hyper-réputation, le workflow n'est pas très compliqué et on peut faire ça vraiment très très rapidement en quelques heures. On a également pour des applications les plus complexes des mécanismes d'auto-apprentissage qui permettent d'apprendre le trafic de l'application et de bloquer à bon escient les attaques et non pas des utilisateurs qui seraient légitimes. Donc c'est assez variable, mais on va dire que sur une application somme toute voilà, classique, une journée est assez suffisant. Et j'ai aussi une autre question qui est est-ce que c'est possible d'envoyer des logs d'alerte? Donc oui, c'est possible d'envoyer des logs d'alerte en cas d'attaque. D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais effectivement, vous avez aussi toute la partie dashboarding qui est assez intéressante. Donc, c'est du Elasticsearch Kibana, par exemple. Je peux vous montrer les attaques sur les 7 derniers jours. Donc, évidemment, comme c'est une application qui est protégée derrière une authentification, il faut juste que je me relogue. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il faut le application monitoring. Vous avez la partie Kibana qui est assez intéressante, Application Monitoring, pour avoir justement la partie dashboarding, donc sur les par exemple 7 derniers jours, et d'avoir vraiment de la visibilité sur quelles sont les IP qui vous attaquent le plus, et puis bien sûr vous envoyer des rapports par mail et d'avoir de la visibilité. Ah, j'ai une question aussi intéressante. Quel est le risque de placer des documents d'entreprise sur le Cloud Office 365? Alors ça, je vous invite à aller regarder nos autres webinars. Justement, Amaury va être content parce que je fais de la pub pour tous les autres webinars qu'on a disponibles. On a un webinar spécifique sur les risques dans Microsoft 365, les risques notamment vis-à-vis du Cloud Act, donc des risques qui sont aussi intrinsèques à ces plateformes-là, c'est-à-dire le risque de fuite de données via l'espionnage, on va dire, des plateformes américaines. Hein. Et puis sinon le risque, c'est surtout des risques. Microsoft, c'est une application web comme toutes les autres applications, c'est-à-dire que votre environnement Microsoft 365, ce sont des applications web. Il y a des releases très 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 souvent, et on voit que même des plateformes comme ça ne sont pas à l'abri d'IDOR, d'SQL injection, etc. Donc, les risques, on les connaît pas forcément, mais il y en a. Donc, effectivement, c'est une bonne question. C'est très difficile à évaluer puisque Microsoft ne communique pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Microsoft a un programme privé, ce qu'on appelle les bug bounty, c'est-à-dire que vous pouvez être un bon hacker, un hacker éthique, attaquer Microsoft dans la limite du raisonnable et leur remonter les vulnérabilités par mail et ils vous rémunèrent. Donc, si vous avez du temps, beaucoup de temps, vous pouvez aller essayer de faire ce que je vous ai montré sur Microsoft, mais attention, faites bien ça sur des tenants qui vous appartiennent, et après remontez ça, bien sûr, n'exploitez pas ça à des fins, bien sûr, mal intentionnées, mais à des fins éthiques, et donc remontez bien les failles si vous en trouvez. Après, Valentin, on peut adhérer aussi à ISWIAC, notre partenaire sur Exactement. la vulnérabilité. Exactement, donc on est en partenariat avec YesWiAC, qui est une plateforme de bug bounty qui rémunère bien sûr des hackers éthiques lorsqu'ils trouvent des failles sur des programmes qui sont sur YesWiAC. Et d'ailleurs, on a un partenariat qui permet de virtual patcher, c'est-à-dire quand un hacker trouve une vulnérabilité sur une application, de nos clients, eh bien on virtual patch. Si cette attaque ne serait pas bloquée, on virtual patch dans le WAF automatiquement. Il y a SWIAC qui teste régulièrement aussi nos solutions, puisqu'on soumet régulièrement à cette association notre plateforme. Oui, l'association entre eh bien, merci. Il y a à noter d'autres webinars qui sont organisés au cours des prochaines semaines. On a
évidemment la possibilité de revoir les webinaires en cours qui sont sur le site. On va vous envoyer à chacun, si vous le souhaitez, le lien qui va vous permettre de revoir ce webinaire, mais également les webinaires sur les aspects réglementaires, sur d'autres protections au niveau des applications dans les environnements cloud, les données dans le cloud, etc. Je vous invite à consulter régulièrement ce site et je vous remercie à tous de votre participation. Merci à SFR pour l'organisation avec Valentin de ce webinaire. Ils seront aussi Et merci à votre également au disposition pour marketing répondre à pour votre Merci à vous pour votre l'organisation. support. Ouais. Merci à vous pour votre support. Ouais. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt. De vous retrouver et prenez soin de vous. Au revoir.